et d'installer le découragement et la disparition. Ce nouveau livre nous invite à une prise de conscience d'un constat malheureux. Association culturelle. Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités respectifs. C'est avec un grand plaisir que je prends la parole ce jour à l'occasion de cette symbolique cérémonie de vernissage du livre du professeur Martin Fortuné Mukenji Mbandakulu, portant sur l'éthique de l'enseignant dans le contexte de la République démocratique du Congo. Lorsque nous avons reçu l'invitation des organisateurs de cette cérémonie, nous avons été flattés de constater que la thématique cadre avec les grandes missions nous confiées par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, dans son pouvoir bienveillant, a confié à son Excellence Thomas Rwaka Lusenjola et à votre servante la tâche de veiller à la destinée de la jeunesse congolaise. Aussi, confirme nos sentiments de gratitude à son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, le professeur Sylvestre Ilunkamba, pour son accompagnement dans la prise en compte de différents problèmes ayant trait à la lutte contre les antivaleurs au sein du sous-secteur de l'enseignement supérieur et universitaire. Après d'autres écrivains tels que Kabala Munyema, dans son livre « Des valeurs culturelles traditionnelles pour un système éducatif moderne, efficace en Afrique », modèle type de l'initiation en République démocratique du Congo, publié à Paris aux éditions et des livres en 2017. Mukenji Mbandakulu, dans son livre Somme des pratiques éthiques ou déontologiques, publié à Kinshasa aux éditions Mediaport en 2012, nous avons aujourd'hui l'œuvre de Martin Fortuné Mukenji Mbandakulu, qui est partie des lacunes monstrueuses qu'affichent les élèves que nous recevons comme étudiants à l'université. Pour en chercher les causes, l'auteur est parti de l'idée que l'homme sans éthique est un animal à visage humain. Pour lui, l'homme, à la différence de l'animal, vit dans une communauté culturelle où s'impose un ensemble d'institutions, de prothétiques, de comportements et de conduites de vie qui ont une valeur de normes sociales. Celles-ci sont de mœurs ou habitudes. En s'y conformant, on est considéré comme normal, on est accepté par les autres. Mais l'acquisition de mœurs s'est faite par l'influence des adultes sur génération jeune, ce qu'on appelle éducation. Nous sommes appelés à transmettre les bonnes habitudes pour construire une meilleure société. L'éducation, la formation et l'instruction ont un lien commun, le bien-être de l'homme. Pour assurer cette transmission des habitudes, des connaissances, il faut passer par un acteur, un agent, un opérateur éducationnel, l'enseignant qui a comme champ d'action l'enseignement. L'auteur, dans une logique excellente, traite sur 4 chapitres de problèmes relatifs
à l'efficience de l'enseignement en général et de la République démocratique du Congo en particulier. Il est indiqué de constater que l'enseignement supérieur et universitaire de la République démocratique du Congo est à la dérive car il véhicule des antivaleurs. Entrer dans le domaine d'un sommeil arrogant. Mukendi Badakoulou nous dit ici, au niveau de l'éthique, de la morale et de la déontologie, que l'université congolaise est devenue une grosse chose étrangement étrange. Et même mystérieuse. Et plus que ça dure, plus que c'est la même chose, Madame la ministre. Plus que ça dure, plus que c'est la même chose. Qui? Alors qui? Qui ne voit pas que l'université congolaise est en panne? Que l'université congolaise est fantomatique? Que l'université congolaise est isolée du reste du monde académique, du monde scientifique et du monde technologique. Mukendi, laisse-moi te dire que tu as raison de faire de la recherche et d'écrire et d'accuser l'intelligence. Accuser l'intelligence dans la langue qu'il aime bien, c'est Son Excellence, Madame la Ministre, d'avoir accepté de venir baptiser cet ouvrage. C'est pour moi un honneur. Je suis redevable particulièrement à Monsieur le Directeur Général de l'Académie des Beaux-Arts, le professeur Henri Kalama Akoulez, pour nous avoir offert ce beau cadre magnifique de la salle de promotion de l'Académie des Beaux-Arts et surtout d'avoir amélioré la qualité des invitations que vous avez reçues. Je remercie toute l'assistance pour être venu m'encourager. Je venais de dire tout à l'heure que tout est dit, mais souffrez que j'ajoute un petit mot supplémentaire. Moi, je ne suis pas enseignant par hasard. Je ne suis pas enseignant parachuté. Il y a dans la salle ici quelqu'un que j'appelle Mansoua, puisqu'on a terminé la même année. Le professeur Mongeli, il est là. Pour la petite histoire, dès le premier jour que j'ai commencé l'école primaire, j'ai eu l'admiration pour quelqu'un qui se mettait devant nous qu'on appelait messieurs. Et dès que je suis rentré à la maison, le jeu que j'ai commencé à aimer, c'était d'imiter mon maître de l'école primaire. Dès le premier jour, j'ai commencé à réunir des petits-enfants et je faisais le maître. Quand je suis arrivé en 3e secondaire, j'étais au petit séminaire. Mon maître de l'école primaire, puisqu'il y avait un décalage entre la rentrée primaire et nous qui étions au secondaire, surtout au petit séminaire. Pendant les vacances, mon maître de 6e primaire, qui me connaissait très bien, une élève très intelligente, m'a donné à enseigner le cours des systèmes métriques. J'étais élève. Nous arrivons en 6e secondaire au petit séminaire. Nous avons manqué un professeur de gymnastique. J'étais surpris. Et la direction de l'école m'a choisi, moi, comme professeur de gymnastique de la 6e et de la 5e. Je comprends, il y a des gens qui... Si le directeur de cabinet du ministre
je pouvais vous dire que pour le passé, j'étais trop robuste et trapu. Lorsque je suis arrivé à l'université, j'ai vu qu'il y avait un jeune homme qui se mettait à côté de notre professeur de logique. C'était l'unique assistant que nous avions à cette époque. Et je me suis dit, mais comment je peux être comme cet assistant-là? Alors j'ai demandé, qu'est-ce qu'il fallait faire pour être comme lui? On m'a dit qu'il fallait distinguer. Je crois que le Massou peut le dire. Nous avons travaillé en fonction de cela et toutes les années, je n'ai fait que distinguer. Et même premier de ma classe. Oui. En troisième, donc plutôt après je restais à la paroisse, mon curé m'a demandé de renforcer l'équipe des enseignants de 6e secondaire. J'ai donné le cours de français, le cours de philosophie, etc. Je termine ma licence, je suis retenu assistant. Et de là, on a cheminé, on a escaladé tous les échelons. Et normalement, c'est pour cela que j'ai dit que moi je ne suis pas parachuté. Et normalement, jusqu'au grade de professeur ordinaire il y a 25 ans. Alors, vous comme c'est là, donc j'ai la passion, j'ai la vocation, et je constate qu'aujourd'hui, cette carrière est aux enfers. Cette carrière est frélatée. Cette carrière aujourd'hui est dégradée. Je ne pouvais pas rester indifférent. Et pour votre gouverne, comme on l'a souligné ici, je crois que le professeur Philémon Nguyenguela, je suis un des rares moralistes de ce pays. J'ai dit un des rares, puisqu'il y en a, bon, on peut dire tout philosophe a eu un cours de morale, mais moi, tous mes travaux de diplôme, c'est sur la morale. Vous avez entendu, c'est que c'était Rémi Hardy. Je suis moraliste de formation. Non seulement je suis formé comme moraliste, mais j'écris sur la morale. Le tout premier ouvrage de morale, c'est cet ouvrage ici, Somme des pratiques éthiques ou déontologiques, où j'ai traité des différentes déontologies que vous connaissez, des fonctions principales, telles que la déontologie médicale, la déontologie de l'avocat, du magistrat, du journaliste, du policier, du politique, etc. Alors, M. Kouadjili, vous connaissez M. Kouadjili dans la salle ici, non? Oui. M. Kouadjili, qui était préfacier de cet ouvrage, me fit une remarque, comme il a dit, c'est de savoir pourquoi je n'ai pas parlé de l'éthique de l'enseignant. Et je lui ai promis que j'écrirais un ouvrage uniquement sur l'éthique. Puisque les autres, je n'ai fait que d'écrire. Et je vous dis sincèrement qu'à l'époque où j'écrivais, il n'y avait pas un document sérieux, par exemple, sur l'éthique de l'avocat. Tout ce qu'il y avait, c'était des feuillets qui étaient faits derrière la maison. Il n'y avait aucun ouvrage paru dans une édition aussi sérieuse que celle-là. Et pourtant, je ne suis ni avocat ni magistrat. Alors que, dans cet ouvrage, j'ai pris position. J'ai fait un jugement des valeurs. Alors, et quelle était la démarche? Ma démarche, c'était de trouver le profil d'un bon enseignant. Puisque pour moi, l'enseignement, c'est non seulement le beau métier, mais c'est le bon métier. C'est le métier par excellence. Mes chers amis, surtout être professeur d'université, en tout cas, Madame la vice-ministre, je crois qu'on aurait pu donner beaucoup de considération à un professeur d'université, puisque c'est une carrière d'excellence. Pour être d'abord assistant, il y a des exigences auxquelles
tout étudiant ne satisfait pas. Il faut avoir une distinction, ce qui n'est pas facile. Pour passer le grade, il faudrait des publications, ce qui n'est pas facile. Vous défendez une thèse de doctorat, il faut avoir au moins 70% carrière d'excellence. Mais aujourd'hui, l'on constate que le professeur est le parent pauvre de la République. Alors, je constate que l'enseignant, comme l'enseignement sont dérapés, la démarche, quelles sont les causes ou quelle est l'origine de cette descente en enfer? J'ai trouvé qu'il y avait 4 causes ou 4 mains. Il y a dans la salle ici le collègue, ami, professeur Olinda, qui parle de 4 mains. Mais moi, je parle de 4 acteurs, à savoir, c'est qu'il y a à la base de cette dégénérescence, nous avons d'abord l'autorité politique, nous avons les parents, nous avons les apprenants et nous avons les enseignants eux-mêmes. Mais je penchais plus sur l'enseignant puisque je suis enseignant. Quand vous lisez l'ouvrage, je n'épargne personne. Et j'ai constaté que nous sommes dans les antivaleurs, que l'enseignement supérieur est truffé de beaucoup d'antivaleurs. C'est ce qui m'a poussé justement à faire ce que j'appelle la transmutation des valeurs, c'est la dénonciation de ces antivaleurs. Et j'espère qu'avec l'aide de la tutelle, nous allons passer à ce que j'appelle la transvaluation des valeurs. Et tout à l'heure là, bien sûr qu'on est passé un peu rapidement, une excuse, hein, ce n'est pas de l'orgueil. Depuis que la philosophie existe, j'ai inventé des termes qui n'ont jamais existé. Vous pouvez entrer à l'internet, quand vous allez chercher la philosophie brune et la philosophie verte, je suis le premier dans le monde à avoir inventé ces termes-là. Et les philosophes ont toujours qu'on utilise en politique, qui viennent de nous, et je ne veux pas les citer ici, vu que ça peut créer de la susceptibilité de certaines personnes. Et vous avez constaté que j'écris mon nom différemment de tous les locuteurs du bas. Je suis le premier et le seul qui écrive mon nom avec DJI. Et ça a une histoire. Lorsque il n'est pas le seul à jouer avec, à faire des jeux de mots et des mots de jeux, et moi aussi, lorsque j'ai fait des conférences, je donne cours, lorsque j'arrive sur N.B, comment vous dites ça? Nota bene, non, pour moi c'est Noma et Bimbe. Bimbe signifie bien. Comment noter, remarquer pourquoi je dois dire nota bene, ça fait mal à la gorge. Bimbe. Alors, qu'est-ce qu'il faut que vous maniez Bimbe ici? Que dans cet ouvrage, il y a beaucoup de développements très intéressants, comme l'a dit le présentateur de l'ouvrage. Dans le premier chapitre, j'essaie de montrer le rapport ou des nuances qu'il y a entre instruire, former et éduquer. Si quelqu'un veut travailler sur ces notions-là, il n'a qu'à se référer à cet ouvrage-là. À mon ouvrage ici. Donc il y a des développements intéressants sur cela. Au 4e chapitre, qui est le plus important, c'est, vous allez trouver là-bas toutes les réformes pédagogiques qu'on a eues depuis l'école, la période coloniale jusqu'à ce jour. Mais j'ai surtout planché sur les antivaleurs. Les antivaleurs, il y a beaucoup, oui, et j'ai fait même des suggestions, entre autres suggestions, et voilà, à partir de 65 ans, en principe, nous devions être éligibles à la pension, comme ça se fait ailleurs.
Bien sûr, il y a la pension, il y a les méritants, oui, mais ce n'est pas tout. Il y a un bel ouvrage sur l'éthique de l'enseignement. Et c'est une question, il me semble, d'actualité, une question fondamentale. Si l'on veut que l'enseignement, à tous les niveaux d'ailleurs, pas seulement l'enseignement supérieur universitaire, mais l'enseignement à tous les niveaux, devient un enseignement pour lequel on devra avoir de bons produits, que sont les apprenants, eh bien, il faudrait prévoir des conditions de travail, des conditions de vie, des conditions d'enseignement, mais aussi... Mukendi de présenter le livre à Madame la ministre. S'il vous plaît, maman, Le texte. Comme ça. Cher Martin Fortuné Mukendi Bandakulu, nous avons tous été honorés de faire partie des invités au vernissage de votre œuvre que nous avons pu une fois de plus admirer. Nous l'accueillons dans la bibliothèque. Nous souhaitons bonne lecture à ceux qui vont le lire et plein succès à cet ouvrage. Nous vous prions de croire en l'assurance de notre parfaite considération. Merci beaucoup. Ainsi, le livre est accueilli de manière très officielle. Nous applaudissons encore très fort l'auteur. Nous remercions tous les intervenants de faire qu'ils fassent une photo de famille ici.